Nous allons maintenant passer à la séquence des questions-réponses. Comme vous le savez, les ordonnances n'ont pas permis la tenue de cette assemblée générale autrement qu'à huis clos. Pourtant, il y a eu des centaines de questions qui ont été adressées en amont par les adhérents. Toute une équipe de l'association s'est mobilisée pour traiter et répondre individuellement à l'ensemble de ces questions. Vous pourrez d'ailleurs, à l'issue de cette assemblée générale, trouver les principaux thèmes de vos questions ainsi que les réponses apportées sur le site de l'affaire. Il a été décidé de dédier une séquence particulière pour répondre aux questions qui ont été le plus fréquemment posées par les adhérents. Président, parmi ces questions, il y en a une qui est revenue bien évidemment fréquemment, et un thème plutôt qui est revenu très fréquemment. Il s'agit de l'avenir et des performances du Fonds général. Si je résume un peu les questions qui ont pu être adressées, son temps est-il révolu sur les marchés financiers, comme certains experts le disent, et son avenir est-il aujourd'hui incertain au sein de l'affaire? Je vous dirais non et non. Non. Le temps du Fonds général n'est pas révolu. Et si cette affirmation vient de la part d'experts, ça me rassure. Experts en quoi? Le Fonds général, c'est même une question, je dirais, de respect. Comment peut-on dire que l'avenir du Fonds général il n'en a pas? Tout à l'heure, Didier Campa a utilisé une très belle expression, la plus belle de tout son exposé, le temps est un allié. C'est beau, on dirait du Proust. L'avenir, le Fonds général a donné satisfaction pendant plus de 40 ans. Ayons, avec les assureurs et en priorité avec notre partenaire Aviva, une discussion intelligente, franche, ouverte, pour trouver, j'allais dire, un équilibre afin de préserver ce qui peut être préservé du Fonds général. On en a besoin pour quoi? Et pour qui? On en a besoin pour des personnes qui ont un certain âge, qui ne peuvent pas se nourrir de risques et d'opportunités des unités de compte. On en a besoin parce que le Fonds général, c'est une épargne qui répond aux aléas de la vie, des coups durs. On en a besoin parce que lorsque nous partirons, le temps n'est pas toujours un allié, vous voyez. Lorsque nous partirons, il faudra, et nous aurons plaisir, à transmettre ce que nous avons pu économiser à tous ceux que nous aimons, aux bénéficiaires du contrat. Et donc, il n'est pas révolu. Mais ce qui est certain, et je comprends la préoccupation des assureurs, ce qui est certain, c'est que les décennies glorieuses du Fonds général sont plutôt derrière nous. C'est vrai. Alors, il ne faut pas se lamenter de cette réalité. Il faut être réactif. Il faut être pratique. Il faut trouver des aménagements, des solutions, et c'est ce à quoi nous allons nous employer prochainement. J'entendais, ce n'est pas notre partenaire, c'était le président d'une grande compagnie d'assurance dans le monde qui annonçait la fin du monde, je crois que c'était en octobre ou en novembre de l'année dernière. Bon, le monde est toujours là. Les fonds généraux continuent, bon an, mal an, dans un univers de taux qui ne cesse, je dirais, de noircir les performances, c'est incontestable. Mais ne soyons pas accablés et ayons confiance, je dirais, dans la vie. Ayons confiance dans... Je ne partage pas la position de Didier Campa tout à l'heure. Les choses ne sont pas irréversibles en économie. Ça monte, ça baisse, ça baisse, ça monte. On ne peut pas savoir. Les taux peuvent peut-être remonter. Donc, je dis, soyons flexibles, soyons responsables. Et la responsabilité consiste à ne pas jeter, je dirais, le bébé avec l'eau des fonds généraux, mais en même temps, l'expression n'est pas de moi, en même temps, il faut être conscient que si on veut avoir une bonne rémunération de l'épargne, il faut absolument s'ouvrir vers les opportunités, c'est-à-dire des unités de compte ou l'eurocroissance. Alors, si je résume, confiant dans l'avenir du Fonds général, confiant dans le devenir du Fonds général, mais confiant avec clairvoyance.
Oui, avec responsabilité et clairvoyance, absolument. Michel Saint-Marc, bonjour et merci d'être avec nous. Il y a un certain nombre de questions qui portent sur la trésorerie et sur le détail du budget de l'association. Je vous en livre une et je la lis telle qu'elle a été adressée. Selon le budget reproduit dans la lettre de l'affaire, les produits venant des droits d'entrée sont prévus à hauteur de 642 000 €. Sur quoi est fondée cette prévision qui peut apparaître quelque peu optimiste? Revenons donc au budget de l'affaire, qui se trouve d'ailleurs dans la lettre que tous nos adhérents ont reçue. Et partons d'abord de la première ligne du budget. Il s'agit de la question justement des droits d'entrée. Les droits d'entrée à l'affaire et toutes les cotisations associatives de 2020. Ce montant s'élève, comme vous le dites, à 642 000 €. Mais ces 642 000 € peuvent être décomposés comme suit. Il y a 600 000 € de cotisations, ce qui correspond à notre anticipation de 30 000 adhérents. Il y a 40 000 € de cotisations qui correspondent aux 2000 nouvelles adhésions que nous anticipons sur le fameux Perrin Affaires Retraite Individuelle dont nous parlions. Et il y a enfin encore 2 000 € sur le contrat Affaires Dépendance. Le nouveau modèle économique, l'enrichissement de notre gamme dont on vient de parler, le lancement de ce fameux Perrin Affaires Retraite Individuelle sont à l'origine de ce prévisionnel de 37 000 nouveaux adhérents à l'affaire en 2020. Nous vous précisons que la cotisation à l'affaire de 20 € est due une seule fois pour toutes. Elle ne doit pas être confondue avec les droits sur les versements, sur les supports, qui eux ont été d'ailleurs réduits pour le bien de nos adhérents. De plus, maintenant, s'agissant de la seconde ligne du budget, nous avons tenu compte pour cette seconde ligne, dans le poste de la dotation d'audit et de fonctionnement, d'une baisse de l'ordre de 25% de l'encours du C et d'une stabilité des provisions mathématiques du fonds garanti, ce qui nous a paru prudent pour cette année. Enfin, le suivi budgétaire, c'est-à-dire ce qui est réalisé par rapport à ce qui est prévisionnel, est effectué tous les trimestres par moi-même, votre trésorière, et nous suivons toutes les fins de mois l'actif net des UC et du fonds garanti, ainsi que trimestriellement lors du comité de surveillance de la gestion des fonds affaires. Vous comprenez donc que nous sommes sereins parce que tout cela est très contrôlé. Tout cela tient grâce aux hypothèses prudentielles sur lesquelles le budget 2020 a été bâti. En cas de scénario contraire, toujours possible, comme vous le faites remarquer d'ailleurs à juste titre, nous sommes prêts. Merci beaucoup. Merci beaucoup Michel Saint-Marc. Un certain nombre d'autres questions reviennent aussi sur la direction de l'affaire et sur la rémunération des dirigeants de l'affaire. Véronique Staffen, je vous relais une de ces questions qui est posée. Comment justifiez-vous de la rémunération des dirigeants de l'affaire ? Merci beaucoup. Donc effectivement, votre remarque sur les rémunérations est importante. Nous tenons à être tout à fait transparents car ces rémunérations sont la contrepartie de l'engagement total des administrateurs. C'est un temps de travail, je dirais, plus que complet que cela représente pour les membres du bureau. Outre les servitudes et responsabilités que leur mission implique, en particulier pour le président. Cela concerne également donc la réponse aux adhérents, l'animation des soirées affaires partout en France pour informer les adhérents, aller à leur rencontre en toute proximité. Cela concerne également la mission de surveillance de la gestion financière de l'épargne, la négociation auprès des assurances et des pouvoirs publics. À ce titre, les combats que l'affaire a menés et remportés ont eu des conséquences extrêmement positives pour les adhérents et pour tous les épargnants.
Je ne citerai à cet égard que l'abrogation de la doctrine fiscale des héritages grâce à l'action déterminante du président de l'affaire auprès des autorités de l'État au plus haut niveau. Je rappellerai aussi le fait qu'il s'agit de charges brutes pour l'association et non pas du montant net réellement perçu par les administrateurs. Que l'association s'attache à la plus grande transparence et à une juste rémunération, toujours préférable à des accords tels qu'il est fréquent d'en rencontrer et qui sont à l'origine de conflits d'intérêts que l'association veille à éviter. Qu'enfin, ces rémunérations découlent du budget associatif et non pas de la gestion de l'épargne du fonds euro qui est protégé dans un fonds cantonné. Que ces rémunérations sont également sans le moindre effet sur le taux servi aux adhérents. Qu'enfin, ces rémunérations sont soumises à l'Assemblée générale et font l'objet d'un avis consultatif auprès du comité des sages de l'affaire. En bref, on constate que la gestion d'une telle association requiert une mobilisation constante qu'une juste rémunération indemnise, tout en assurant l'indépendance de l'affaire. Merci beaucoup, Véronique Stefani. Merci. Président, beaucoup de questions reviennent sur la PPB. Cette provision déduite du résultat du fonds garanti est mise de côté. À quoi correspond-elle et ne pourrait-elle pas être versée plus généreusement ou plus rapidement dans le contexte de baisse des taux qu'on connaît actuellement? La PPB, c'est une décision qui a été prise en Assemblée générale. Moi, je ne fais que l'appliquer. Si nous avions voté contre, on n'aurait pas eu de PPB. On a voté pour, nous avons une PPB. Il ne faut pas oublier que notre fonds général est un fonds de sécurité. Et si on veut renforcer la sécurité, quoi de mieux que d'avoir mis un peu de côté? C'est l'objet de la PPB, notre provision pour participation aux bénéfices. J'ajouterai plusieurs éléments. D'abord, cette PPB, elle est conséquente. Nous avons à peu près 350 millions d'euros. Cet argent, il n'appartient pas à l'assureur. Cet argent, c'est l'argent de l'association, des adhérents. Il leur sera extourné. Et nous avons même, en accord avec notre partenaire Aviva, nous avons même, un arrangement contractuel qui est très souple et bon pour l'association. C'est que la reprise de la PPB interviendra non pas après 8 ans, comme cela est la pratique dans une compagnie d'assurance traditionnelle, mais après 6 ans. Ce qui veut dire que ce qui a été doté pour la première fois en 2014, je crois, en 2014, sera, entre guillemets, restitué ou sera reversé aux adhérents sous réserve d'ajustement, de reconstitution de PPB. Nous verrons ça le moment venu. Donc c'est une mesure prudente. On ne veut pas non plus bâtir le modèle affaires sur trop de sécurité. Ça ne sert à rien d'avoir trop de sécurité. Il faut respirer un peu. Et donc, d'ailleurs, j'observe que les compagnies d'assurance qui ont une très forte PPB ne sont pas les meilleures en matière de performance. Hein. Donc, je ne néglige pas non plus notre pyramide des âges. À l'affaire, nous avons 440 centenaires. Pour vivre vieux, vivons à l'affaire, si je puis dire. Nous avons 440 centenaires. Je ne vais pas dire à cette adhérente qui habite Brive-la-Gaillarde, Madame, revenez nous voir quand vous aurez 106 ans. Et donc, il y a un respect pour une gestion, à l'égard d'une gestion, je dirais, une fois de plus, responsable, sage, équilibrée de la PPB. Merci beaucoup, Président. Je le disais tout à l'heure, nous allions revenir sur le sujet des migrations informatiques, car il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues sur ce sujet-là. Merci d'être avec nous, Arthur Chabrol, directeur général délégué d'Aviva France. Cette migration, elle a engendré, et ça revient dans ces témoignages-là, des dysfonctionnements comme l'affaire n'en a probablement jamais connu par le passé. À quoi ces difficultés sont-elles dues et comment explique-t-on qu'il y ait eu autant de retard et de difficultés parfois pour les adhérents à souscrire à des services, à gérer leur épargne à distance ? Alors, avant de réévoquer les dysfonctionnements, je voudrais qu'on revienne sur l'opération elle-même. C'est une très grosse migration, une migration d'ampleur, puisqu'on a migré
tous les contrats des adhérents et toute l'architecture applicative, donc tous les systèmes d'information, dans le cadre d'un programme d'amélioration graduelle et structurelle qu'évoquait le président un peu plus tôt. Comme dans toute migration, cette opération a été indolore, même invisible pour la plupart des adhérents. Et comme dans toute migration, il y a eu des dysfonctionnements et des désagréments pour certains adhérents et pour certains de nos distributeurs. À nouveau, je réitère à ceci toutes nos excuses pour ces désagréments. Alors, les dysfonctionnements ont été de trois natures: techniques, informatiques, fonctionnels, parce qu'on parle de systèmes qui étaient très anciens, avec beaucoup de spécificités, et puis bien sûr aussi humains. Alors, ce qui nous a permis d'aller au-delà et de dépasser ces dysfonctionnements, je crois que c'est l'engagement des équipes du GIE Affaires. Les équipes qui sont rue de Châteaudun à Paris, les équipes qui sont à Nice, et je crois qu'il faut les remercier. C'est grâce à eux qu'on est passé au-delà, c'est grâce à eux qu'on est revenu à la normale dès le début de l'année pour les actes les plus courants et plus récemment sur les successions. Alors, quelles améliorations les adhérents, passons aux bonnes nouvelles, peuvent-ils attendre de ces migrations dans les mois qui viennent dans leur gestion au quotidien ? Alors, les améliorations qu'on attend sont de trois ordres. D'abord, des améliorations techniques, informatiques. Le système était ancien, la nouvelle, même obsolète, donc la nouvelle architecture permet notamment le travail à distance. J'en ai pas prouvé l'utilité après ce qu'on vient de connaître. Travail à distance et opération à distance pour les adhérents, pour les apporteurs, les distributeurs bien sûr, et pour les salariés du GIE. Donc des améliorations techniques, des améliorations fonctionnelles. On avait un certain nombre de montées en charge d'un point de vue réglementaire qui ont pu être effectuées. Et puis bien sûr l'accueil de toutes les nouvelles unités de compte dont on parlait à l'instant et qui sont le futur du contrat multisupport de l'affaire, vous le savez bien. Et puis peut-être l'amélioration la plus importante, c'est l'amélioration de la qualité de service. Alors je regardais avant de venir ici les indicateurs de qualité de service, c'est-à-dire les délais moyens sur les opérations demandées par les adhérents. Début juin, 90% des opérations sont réalisées avec un délai inférieur ou égal à 6 jours. Il y a un an, avant la migration, ce délai était de 2 à 3 fois supérieur. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, je les invite à utiliser bien sûr les plateformes en ligne. Affaires et moi pour les adhérents et les plateformes pour les apporteurs qui permettent vraiment des délais optimisés. Donc je crois qu'il faut retenir une amélioration technique, une amélioration fonctionnelle, une amélioration de la qualité de service et surtout des améliorations graduelles dans la durée, c'est notre engagement, et plus de digitalisation, moins de flux papier, il n'y a pas de doute. Président, vous avez fait un signe, vous vouliez ajouter un mot ? Non, moi je suis heureux de cette déclaration du directeur général d'Aviva, d'autant que les soucis informatiques, c'est lui qui en est responsable, mais nous avons la même conviction. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui prendre l'engagement que je peux mourir tranquillement et que les services des successions à Nice auront la capacité administrative de donner satisfaction à mes bénéficiaires, je dirais, dans un délai qui soit raisonnable. Je partage absolument votre conviction. Si nous avons adopté un nouveau modèle, c'est pour, je dirais, que nous ayons une meilleure qualité de service à l'adhérent. Et je suis sûr que nous allons y parvenir. Mais il n'empêche qu'il y a des dysfonctionnements. J'envoie un chèque qui n'est pas encaissé avant 2 mois, je veux faire un retrait, c'est difficile de joindre un conseiller, de joindre le standard du GIE. Ce sont des détails, ce sont des petites choses, mais que voulez-vous, on aimerait être satisfait à 100%. Vous parliez de 90% tout à l'heure. Pouvez-vous vous engager sur les 10% restants ? Alors, ce qui est important pour nous, c'est évidemment la tendance. Et ce qu'on regarde en permanence, c'est l'amélioration tendancielle. Elle est réelle, elle est observée à fréquence très régulière sur tous les actes de gestion les plus simples, comme les versements, les reversements, les rachats, les avances, les affaires nouvelles. Et aussi, et ça on est revenu à la normale depuis pratiquement le mois de janvier, donc ça c'est très bien, avec des délais qu'on n'avait jamais eu dans le monde du GIE, donc ça c'est très bien. Côté succession, on a eu plus de mal, parce qu'on avait aussi un stock plus important, il faut le reconnaître, donc le retour à la normale, pour répondre à votre question, est intervenu plutôt au début du 2e trimestre. Voilà, notre engagement c'est de maintenir ces indicateurs au niveau actuel, qui sont des niveaux encore une fois jamais atteints dans le monde affaires. Merci beaucoup Arthur Chabrol pour ces éclaircissements. Beaucoup de questions relaient aussi les suites du procès en restitution. J'en prends une. Vous dites,
a dit la personne, l'adhérent, que 55 000 adhérents ont été concernés par la restitution et moi, je n'ai rien touché. Pourquoi Jacques Lequertier, est-il possible de répondre à cet adhérent et une pareille requête concerne-t-elle beaucoup d'adhérents qui ont bénéficié des lettres chèques qui ont été envoyées en novembre 2019 ? Monsieur de Closet, la restitution a mobilisé beaucoup d'énergie depuis 8 ans. J'en rappelle les grandes lignes. 55 000 adhérents avaient adressé un mandat spécial à l'affaire dans le cadre d'une action en restitution. Ces mandants ont eu gain de cause en justice à l'issue d'une longue procédure judiciaire. Et ce, grâce à la détermination de notre président. En 2017, le capital fut remboursé aux mandants. En novembre 2019, les intérêts furent à leur tour remboursés. Le Trésor s'est fait un peu tirer l'oreille sur les intérêts, mais les mandants ont eu gain de cause finalement. Au total, près de 30 millions d'euros ont été restitués aux adhérents mandants, si vous me permettez. Si la quasi-totalité de ces adhérents mandants ont pu obtenir leur chèque au plus vite, nous poursuivons nos efforts pour les mandants qui ne l'auraient pas reçu. Quelle en serait la cause ? D'abord parce qu'il faut savoir que le mandat cesse en code civil avec le décès du mandant. C'est la loi. Ensuite, parce qu'une adresse peut être erronée. Un chèque égaré. Un adhérent vivant à l'étranger exigeant un virement. À chaque fois, nous avons fait diligence et continuons de le faire. Quant à ceux qui n'ont pas donné mandat à l'affaire et qui nous disent « pourquoi pas moi ?» Le mandat leur avait été proposé en son temps par l'association avec toute l'information utile. Mais j'ajoute qu'ils peuvent toujours agir à titre personnel, sans préjuger d'une possible prescription, ainsi que d'un reliquat de fonds détenu par le Trésor public. Enfin, pour votre parfaite information, vous pouvez trouver tous les détails de cette procédure sur le site de l'affaire, et notamment les comptes de restitution, dans l'annexe au bilan des comptes de résultats et aux comptes de résultats de l'exercice 2019. Merci beaucoup, Jacques Lequertier. Stanislas Bernard, il y a de plus en plus d'UC à l'affaire et beaucoup de questions autour de ces UC et de leur gestion. Certains adhérents semblent parfois s'y perdre un petit peu, surtout à une époque où on leur parle et de plus en plus de diversification. Entendez-vous ces difficultés de gestion et comment est-ce qu'il est possible de les aider pour s'y retrouver dans ce que certains appellent même une inflation d'UC ? Alors, comme vous le savez, nous avons 2 piliers à l'affaire. Le premier pilier, c'est le fonds garanti, qui vous apporte toute la sécurité requise. Et le deuxième pilier, ce sont les unités de compte qui permettent de dynamiser la performance de votre contrat. Alors imaginez une pyramide, en haut de laquelle vous avez les unités de compte et en bas de laquelle vous avez le fonds en euros, qui est un peu le socle, qu'on peut même appeler la strate sacrée de votre contrat d'assurance. Pourquoi autant d'UC ? Pourquoi une telle inflation ? Tout simplement parce que vous avez une inflation d'opportunités d'investissement, des opportunités liées au marché d'actions et leur évolution, qui peut être volatile, des opportunités liées au financement des entreprises, des opportunités liées à l'économie verte, à l'investissement socialement responsable, et il serait tout simplement dommage de ne pas en profiter. Si vous regardez ces opportunités, vous voulez en profiter, la question que vous allez vous poser, comment en profiter dans les meilleures conditions ? Moi, je vous invite à vous tourner vers votre agent et votre courtier qui est là pour vous apporter le meilleur conseil. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour avoir répondu à ces questions qui correspondent aux thématiques les plus fréquemment adressées en amont de cette Assemblée générale.